Mon fils m'a envoyé un SMS, c'est fini entre nous. Ne nous contacte plus. C'était ma belle-fille qui l'avait écrit. Il avait simplement acquiescé. J'ai répondu, pas de problème. J'annule vos paiements de maison et de voiture. Je vous ferai savoir quand ce sera fait. Un jeudi matin, mon fils Philippe m'a envoyé un message me disant que c'était fini entre nous. 4 minutes après ma réponse, il me rappelait. Voici ce qu'il ne savait pas qu'il venait de laisser filer. Je m'appelle Léonard Dubois. J'ai 67 ans, je suis un expert comptable à la retraite, et j'ai élevé Philippe seul après le décès de sa mère Béatrice il y a 10 ans. Je ne me suis pas remarié. Je n'ai pas déménagé. Je suis resté dans la même maison de la rue des Moulins où nous avions vécu en famille, j'ai gardé les mêmes habitudes et je me suis assuré que Philippe ne se sente jamais comme s'il avait perdu ses 2 parents à la fois. Ce jeudi matin-là, j'étais dans la cuisine avec ma première tasse de café quand la notification est arrivée. J'ai pris le téléphone et je l'ai lu 2 fois. Papa, Nadine et moi avons décidé de prendre nos distances avec toi. S'il te plaît, ne nous contacte plus. J'ai posé le téléphone face contre le comptoir. J'ai regardé par la fenêtre la cour que Béatrice entretenait chaque printemps. J'ai pensé à Léa, ma petite fille de 6 ans, qui, la dernière fois que je l'avais vue, m'avait pris la main dans l'allée et m'avait demandé si je pouvais rester dîner. Nadine avait répondu pour elle, nous avons des projets ce soir, Léonard. J'ai pensé à tout cela. Puis j'ai repris le téléphone, ouvert mon application bancaire et tapé en réponse, pas de problème. J'annulerai les paiements automatiques pour votre maison et votre voiture. Je vous ferai savoir quand ce sera fait. Il a rappelé 4 minutes plus tard. Je n'ai pas répondu. J'ai laissé sonner. Je veux vous raconter ce qui a mené à ce matin-là, car cela n'a pas commencé par un simple message. Cela ne commence jamais par une seule chose. Ça se construit lentement, discrètement, et au moment où vous le voyez clairement, ça dure déjà depuis des années. Philippe a épousé Nadine il y a environ 5 ans. Je lui ai donné sa chance. Elle était vive, organisée, elle avait toujours un plan pour tout. Je respectais cela chez elle. Au début, elle était polie avec moi, pas chaleureuse, mais polie. Je me suis dit que c'était bien. Toutes les belles filles ne vont pas être proches de leur beau-père. Je ne cherchais pas une nouvelle meilleure amie. Je voulais juste faire partie de la vie de mon fils. Mais les choses ont changé. Lentement au début, puis d'une manière que je ne pouvais plus ignorer. Elle a commencé à faire des commentaires lors des dîners de famille. Pas des commentaires bruyants, pas le genre que l'on peut facilement contester. Des petits. Léonard, tu n'as vraiment pas besoin de faire tout ce chemin chaque semaine. Philippe a beaucoup à faire. Où elle éloignait Léa de moi lors des rassemblements, la dirigeant vers l'autre côté de la pièce comme si j'étais quelqu'un qu'elle venait de rencontrer. J'ai commencé à me sentir comme un invité dans la maison de mon fils. Puis j'ai commencé à me sentir comme un invité indésirable. Le moment dont je me souviens le plus clairement s'est produit environ 1 an avant le message. J'étais venu déposer des documents dont Philippe avait besoin, un document fiscal qu'il m'avait demandé d'imprimer. Je suis entré par la porte latérale, comme je l'avais toujours fait. Nadine ne savait pas que j'étais là. Elle était dans le salon au téléphone avec quelqu'un, riant, détendue, comme elle ne l'était jamais vraiment quand j'étais là. Je l'ai entendu dire, il n'a rien. Juste cette vieille maison. Philippe devra s'occuper de lui un jour ou l'autre. Je suis resté dans le couloir un instant. Puis je suis retourné discrètement à ma voiture, j'y suis resté quelques minutes, et je suis rentré chez moi. Je n'en ai pas dit un mot à Philippe. Avec le recul, c'était une erreur. Mais à l'époque, je me suis dit que cela ne valait pas le conflit. Je me suis dit que je gérerais ça le moment venu. Je ne savais tout simplement pas que le moment arrivait plus vite que je ne le pensais. Voici ce que Nadine ne savait pas, ce que Philippe n'avait jamais pensé à demander, chaque mois, depuis 4 ans, j'effectuais 2 paiements automatiques à partir d'un compte familial dont j'étais le seul propriétaire. Philippe avait taxé pour consulter le solde du compte. Il n'a jamais remis en question l'origine des dépôts. 2 400 € par mois allaient à leur organisme de crédit immobilier. 680 € par mois allaient à l'organisme de crédit automobile pour le SUV que Nadine conduisait. J'avais mis cela en place discrètement après le décès de Béatrice, quand je voyais que Philippe essayait de construire sa vie mais que les chiffres ne fonctionnaient pas tout à fait. Je ne voulais pas que cela ressemble à de la charité.
Je ne voulais pas qu'il se sente redevable envers moi. J'ai juste transféré de l'argent d'un endroit à un autre sans jamais en parler. C'était ma façon d'être un père. Discrètement. Sans en faire un spectacle. Nadine pensait que l'homme qu'elle était en train d'exclure de leur vie n'avait rien d'autre qu'une vieille maison. Elle n'avait aucune idée que j'étais celui qui maintenait leur foyer à flot depuis 4 ans. Et elle n'avait aucune idée de ce que Béatrice avait laissé derrière elle. Je portais une petite clé autour du cou chaque jour après la mort de Béatrice. Philippe l'avait remarqué une fois, peut-être 3 ans après son décès. Nous étions assis sur la véranda arrière et il l'avait montré du doigt en demandant ce que c'était. Je lui avais dit que c'était un souvenir de sa mère. Il avait hoché la tête et n'avait pas insisté. Il n'a plus jamais posé la question. C'était la clé d'un coffre métallique que Béatrice gardait dans le tiroir du bas de son bureau. Elle me l'avait montré l'année précédant sa maladie, quand elle était encore assez bien pour tout examiner attentivement. Elle m'avait fait asseoir à son bureau, avait posé la boîte devant moi et avait dit « Léonard, ne l'ouvre pas à moins que tu n'y sois vraiment obligé. Tu sauras quand. » Je lui faisais entièrement confiance. Béatrice était le genre de personne qui réfléchissait à 10 coups d'avance et n'avait jamais besoin de s'expliquer. Elle avait travaillé comme agent immobilier agréé pendant près de 20 ans avant son diagnostic, bien qu'elle ne l'ait jamais annoncé comme certaines personnes le font. Elle avait commencé à acheter des biens immobiliers d'investissement au début des années 2000, lorsque les prix dans notre région étaient encore gérables, toujours dans des quartiers solides, toujours avec un bon potentiel locatif. Elle l'avait fait discrètement, comme elle faisait la plupart des choses, réinvestissant les revenus, laissant le portefeuille grandir, mettant tout à mon nom parce qu'elle disait qu'elle voulait que je sois protégé quoi qu'il arrive. Je lui avais fait confiance pour gérer cela. J'avais signé ce qu'elle m'avait demandé de signer. Je n'avais pas regardé attentivement les détails parce que Béatrice était méticuleuse et je n'avais aucune raison de remettre en question son travail. Après ce message de Philippe, après avoir envoyé ma réponse et être resté à écouter le téléphone sonner et sonner, je suis entré dans le bureau de Béatrice. Je l'appelais toujours ainsi même 10 ans plus tard. Je me suis assis à son bureau. La pièce conservait encore la faible odeur des doublures de tiroirs en cèdre qu'elle utilisait. J'ai pris la clé autour de mon cou et j'ai ouvert le coffre pour la première fois. À l'intérieur du coffre se trouvaient des documents organisés de l'écriture de Béatrice, des onglets de couleurs, des étiquettes soignées, des dates dans les marges. Elle avait tout divisé en 3 sections. Au-dessus de tout cela se trouvait une enveloppe scellée avec mon nom écrit sur le devant de son écriture. J'ai ouvert la lettre en premier. Léonard. Si tu lis ceci, c'est que quelque chose est arrivé et tu dois connaître la situation complète. Je suis désolé de ne pas t'avoir tout expliqué tant que je le pouvais encore. Mais je te connaissais. Je savais que tu m'aurais dit de ralentir, que nous n'avions pas besoin de temps, que les choses étaient bien telles qu'elles étaient. Tu as toujours été le calme. J'ai toujours été celle qui planifiait la tempête. Tout est à ton nom. Chaque compte, chaque propriété, chaque investissement. J'ai structuré cela ainsi exprès. Philippe est notre fils et je l'aime. Mais je sais aussi que l'amour ne rend pas les gens sages, et je ne voulais pas que quelqu'un prenne des décisions concernant ton avenir sans ton avis. Maître Antoine Leclerc m'a aidé à tout organiser. Son numéro est dans la section C. Il attend ton appel depuis longtemps. Laisse-le t'aider. Tu as largement de quoi prendre soin de toi pour le reste de ta vie, et même plus. Ne laisse personne te dire le contraire. Je t'aime. Prends soin de notre fils. Il a bon cœur. Parfois, les bons cœurs ont juste besoin du bon moment pour retrouver leur chemin. À toi pour toujours, Béatrice. Je l'ai lu 2 fois. Mes mains étaient stables. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que sa voix était si claire dans chaque phrase que j'avais l'impression qu'elle était encore dans la pièce. J'ai posé la lettre et j'ai ouvert la section A. Le premier document était le titre de propriété de notre maison de la rue des Moulins. Nos 2 noms sur l'achat initial, le mien seul après son décès, entièrement payé depuis 2001. Je l'ai mise de côté et j'ai continué à lire. La section B fut celle qui m'a pris beaucoup de temps à parcourir. Titre de propriété après titre de propriété, chacun avec les notes manuscrites de Béatrice dans la marge. Date d'achat, prix d'achat, valeurs estimées actuelles, notes sur les locataires. Elle avait commencé à acheter en 2002 avec un petit duplex sur l'avenue des Jardins. En 2006, elle avait 4 propriétés. En 2011, elle en avait 11.
Au moment où elle a été diagnostiquée, elle avait discrètement construit pendant plus d'une décennie 17 propriétés au total. Chacune actuellement louée. Chacune gérée par une femme nommée Madame Virginie Benoît dans une société de gestion immobilière que Béatrice avait elle-même choisie et à laquelle elle faisait entièrement confiance. Je suis passé à la section C. Compte bancaire, portefeuille d'investissement, fonds de retraite, certificat d'action. Béatrice avait écrit une courte note en haut de cette section qui disait « Je sais que ces chiffres te surprendront ». Ils m'ont surprise aussi, au début. Puis j'ai réalisé que c'est ce qui arrive quand on est patient et qu'on ne panique pas. J'ai tout additionné comme elle m'avait appris à le faire, attentivement, colonne par colonne. Ma fortune nette totale, sans compter la maison dans laquelle j'étais assis, était de 12,9 millions d'euros. Je suis resté assis à ce bureau pendant longtemps sans bouger. Nadine avait dit à son ami que je n'avais rien. Elle avait regardé un homme de 67 ans dans une maison modeste de la rue des Moulins et n'avait rien vu digne d'attention. Elle avait convaincu mon fils de couper tout contact avec moi sur la base d'une image de moi qui était presque entièrement fausse. Je n'étais pas en colère. Pas encore. J'étais plus proche du calme, le genre de calme qui vient quand quelque chose que vous soupçonniez déjà se révèle être exactement aussi grave que vous le pensiez, et que vous avez maintenant enfin la permission d'agir. J'ai appelé maître Antoine Leclerc le lendemain matin à 8 heures. Il a répondu à la deuxième sonnerie. Monsieur Dubois. J'attendais cet appel depuis un moment. Béatrice m'avait dit qu'il viendrait un jour. Je suis désolé que cela ait dû arriver. Nous nous sommes rencontrés ce lundi-là à son bureau en centre-ville, au 12e étage, le genre d'immeuble avec des sols en marbre dans le hall et une réceptionniste qui vous offre un café avant que vous ne vous asseyiez. Antoine avait environ 60 ans, les cheveux argentés, une poignée de main ferme. Il avait l'attitude de quelqu'un qui avait vu beaucoup de situations familiales difficiles et avait cessé d'en être surpris il y a des années. Il a examiné tout ce que Béatrice avait mis en place. Il m'a dit que la structure qu'elle avait construite était propre et étanche. Les propriétés étaient à mon nom. Les comptes étaient à mon nom. Philippe n'avait aucune revendication légale sur tout cela, ni maintenant, ni sans mon consentement. Puis je lui ai parlé des paiements automatiques. Les 2400 € par mois pour le crédit immobilier de Philippe, les 680 € par mois pour l'organisme de crédit automobile, 4 ans de paiement depuis un compte dont j'étais le seul propriétaire. Antoine a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il a posé une question. Philippe sait-il que les paiements venaient de vous personnellement? Non, ai-je dit. Il supposait que c'était une sorte de compte familial partagé. Il n'a jamais regardé attentivement la source. Antoine a hoché la tête. Donc, quand vous avez arrêté les paiements, il n'avait aucune idée de ce qui s'arrêtait réellement. C'est exact. Bien, a dit Antoine. Cela nous donne une situation claire. Vous faisiez des dons volontaires depuis votre propre compte. Vous avez tout à fait le droit de les arrêter à tout moment. Aucune obligation, aucun contrat, rien qu'il ne puisse réclamer. Il m'a aidé à rédiger les notifications d'annulation aux 2 organismes de crédit, avec effet à la fin du mois. Il m'a également donné un petit enregistreur numérique et m'a rappelé que notre région autorisait l'enregistrement unilatéral des conversations téléphoniques. Il m'a dit de l'utiliser. Je suis rentré chez moi cet après-midi-là et j'ai attendu. Les avis de la banque sont arrivés à l'adresse de Philippe un mercredi. Le jeudi matin, il m'avait appelé 6 fois avant 9 heures. J'ai laissé les 5 premiers appels sur la messagerie vocale. Je me suis assis à la table de la cuisine avec mon café et j'ai écouté le téléphone sonner en pensant à la lettre de Béatrice, aux 17 titres de propriété dans ce coffre, à Léa qui me demandait si je pouvais rester dîner pendant que sa mère répondait pour elle. Au 6e appel, j'ai décroché. Papa. Que se passe-t-il? La banque dit que le paiement du crédit immobilier n'est pas passé. Je sais, ai-je dit. Je l'ai annulé. Silence. Le genre qui signifie que la personne à l'autre bout du fil essaie de comprendre à quoi elle est réellement confrontée. Qu'est-ce que tu veux dire par tu l'as annulé? C'est notre compte. C'est mon compte, Philippe. Cela a toujours été mon compte. C'est moi qui faisais les paiements. Un autre silence. Plus long cette fois-ci. Depuis combien de temps, a-t-il finalement demandé? 4 ans. Je l'ai entendu expirer lentement. Puis j'ai entendu la voix de Nadine quelque part derrière lui, demandant ce que j'avais dit.
Il ne lui a pas répondu. Je ne savais pas, a dit Philippe. Je sais que tu ne savais pas, ai-je dit. Nous allons en parler. Mais pas aujourd'hui. J'ai mis fin à l'appel et j'ai appuyé sur stop sur l'enregistreur. Au cours des 2 semaines suivantes, Nadine a laissé 3 messages vocaux sur mon téléphone. Je n'en ai rappelé aucun. J'ai écouté chacun d'eux et j'ai envoyé les enregistrements à Antoine. Le premier message vocal était contrôlé. Professionnel, presque. Elle a dit qu'il y avait eu un malentendu concernant le compte et qu'elle apprécierait un rappel pour arranger les choses. Sa voix était posée. Elle partait toujours du principe que c'était une erreur, quelque chose qui pouvait être arrangé avec le bon ton. Le second est arrivé 3 jours plus tard. Moins contrôlé. Elle a dit que l'organisme de crédit immobilier avait envoyé un avis de retard et que cela causait de graves problèmes. Elle a dit qu'elle s'attendait à ce que j'agisse comme un membre responsable de cette famille. Le troisième message vocal fut le plus important. Elle n'avait pas réalisé que je pouvais entendre Philippe en arrière-plan, et elle n'avait pas réalisé que le message vocal enregistrait toujours quand elle s'était tournée pour lui parler. Elle a dit qu'il ne pouvait pas couvrir le crédit immobilier seul pour le moment. Elle a dit qu'ils avaient besoin de plus de temps. Elle a dit que je faisais cela exprès et que Philippe devait s'occuper de moi. J'ai envoyé celui-ci à Antoine avec une courte note. Troisième message. Elle commence à montrer son vrai visage. Il m'a rappelé dans l'heure. C'est exactement ce dont nous avons besoin. Gardez l'enregistreur allumé pour chaque appel à venir. J'ai également fait un tour cette semaine-là pour rencontrer Madame Virginie Benoît en personne. Béatrice lui avait confié l'intégralité du portefeuille locatif pendant des années, et je n'avais jamais visité son bureau ni m'étais présenté. Je n'avais fait qu'encaisser les dépôts sans prêter attention à leur provenance. Le bureau de Virginie se trouvait dans un petit immeuble professionnel de l'est de la ville, net et organisé, le genre d'endroit où tout a un dossier étiqueté. Elle s'est levée dès que je suis entré et a contourné son bureau pour me serrer la main. Monsieur Dubois. J'ai reconnu votre nom dès que vous avez appelé. Je gère ces propriétés depuis près de 12 ans. Votre épouse était l'une des meilleures clientes avec lesquelles j'ai jamais travaillé. Elle savait exactement ce qu'elle voulait et n'a jamais remis en question un bon travail. Elle a sorti un classeur et l'a posé sur la table entre nous. Chaque propriété avait son propre onglet. Contrat de location, dossier d'entretien, historique de paiement, profil des locataires actuels. Béatrice avait insisté sur une documentation détaillée pour tout, a dit Virginie, car elle croyait qu'un portefeuille bien documenté était un portefeuille protégé. Nous avons passé en revue chaque propriété une par une. La première était une maison de 3 chambres sur l'avenue des Jardins, louée à un couple d'une quarantaine d'années qui y vivait depuis 6 ans. 2 600 € par mois. La seconde était un immeuble de 2 unités sur la rue des Tisserands, les 2 unités occupées, revenu combiné de 4 100 € par mois. Au moment où nous sommes arrivés à la 17e propriété, une maison de 4 chambres sur le chemin de la colline qui avait été louée à la même famille pendant 8 ans pour 3 200 € par mois. J'avais arrêté d'essayer de garder les chiffres en tête et j'ai juste laissé Virginie me guider à travers la page récapitulative à la fin. Revenu locatif brut mensuel total, 51 300 €. Après les taxes foncières, l'assurance, les réserves d'entretien et les frais de gestion de Virginie, le revenu mensuel net s'élevait à 43 000 €. 43 000 € par mois. Chaque mois. Déposé automatiquement sur le compte que Béatrice avait créé à mon nom. Nadine avait dit à son ami que je n'avais rien. J'ai remercié Virginie et lui ai demandé d'envoyer le rapport complet à monsieur Nicolas Garnier, mon expert comptable, et à maître Antoine Leclerc. Je lui ai également demandé de garder notre rencontre privée pour le moment. Elle a hoché la tête sans demander d'explication. Elle avait l'attitude de quelqu'un qui comprenait que la discrétion faisait partie du travail. Sur le chemin du retour, j'ai pensé au nombre de fois, au cours des dernières années, où je m'étais senti petit à la table de Philippe. Au nombre de fois où Nadine avait fait un commentaire qui tombait juste assez mal pour piquer mais pas assez évident pour être contesté. Au nombre de fois où je m'étais dit de laisser tomber, que ça ne valait pas la peine de se disputer, que rester silencieux était le choix de la maturité. J'avais confondu patience et passivité. Béatrice n'a jamais fait cette erreur. Gloriane m'a appelé ce soir-là. C'est ma sœur, 3 ans plus âgée, et elle a toujours su me lire au téléphone de la même manière qu'elle pouvait me lire à travers une pièce quand nous étions enfants. Léonard. Que se passe-t-il avec Philippe ?
Il a appelé Clément pour te chercher. Il peut me joindre directement s'il veut parler, ai-je dit. Ce n'est pas une réponse. Non, ai-je dit. Ce n'en est pas une. Elle est restée silencieuse un instant. Puis elle a dit, tu as cette voix. Quelle voix? La même que tu avais en 1987, quand cet entrepreneur a essayé de surcharger Béatrice pour la réparation du toit et que tu n'en as pas dit un mot pendant 2 semaines, puis tu t'es présenté à son bureau avec un dossier. Je n'ai rien dit. Léonard. Qu'y a-t-il dans le dossier cette fois-ci? Je lui ai dit de venir samedi matin. Je lui ai dit que j'avais besoin de quelqu'un en qui j'avais confiance pour connaître toute la situation avant d'aller de l'avant. Elle est arrivée à 9h avec du café et n'a pas dit un mot pendant que je disposais tout sur la table de la cuisine. La lettre de Béatrice. Les titres de propriété. Les relevés financiers que Nicolas avait préparés. Les enregistrements des messages vocaux. Le calendrier des paiements que j'avais effectué pour le crédit immobilier et le prêt automobile de Philippe pendant 4 ans. Quand j'ai eu fini, Gloriane s'est assise sur sa chaise et a regardé le plafond pendant un long moment. Elle a construit tout ça, a-t-elle finalement dit. Ce n'était pas une question. Sur environ 18 ans, ai-je dit. Discrètement. Sans faire d'histoire. C'était Béatrice. Oui, ai-je dit. C'était Béatrice. Gloriane m'a regardé. Que as-tu besoin de moi? J'organise un dîner de famille. J'ai besoin que toi et Clément soyez là. J'ai besoin que Daniel et Delphine soient là. J'ai besoin que ça ressemble à un rassemblement normal jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Et Philippe et Nadine? Surtout Philippe et Nadine. Gloriane a pris sa tasse de café. Je serai là. Au premier rang. J'ai envoyé les invitations le lundi suivant. Imprimées sur du papier cartonné uni, envoyées individuellement à chaque membre de la famille. La note était simple, dîner de famille chez moi, samedi 15 à 18h, sujets familiaux importants à discuter, veuillez confirmer votre présence. Nadine m'a appelé dans les 2 heures suivant la réception de la sienne. De quoi s'agit-il, Léonard? Affaire de famille, ai-je dit. Je pense qu'il est temps que nous nous asseyions tous ensemble. Si c'est à propos de la situation du crédit immobilier, c'est une affaire privée entre vous et Philippe. Il s'agit de plus que du crédit immobilier, ai-je dit. Je vous vois samedi. J'ai mis fin à l'appel avant qu'elle ne puisse insister. Puis je me suis assis et j'ai écrit tout ce que je prévoyais de dire, dans l'ordre, avec les documents dont j'aurais besoin pour chaque partie. J'avais passé 40 ans comme expert comptable. Je savais comment construire une présentation qui ne laissait aucune place à une interprétation différente. Antoine a examiné mon plan par téléphone ce soir-là et m'a dit qu'il était solide. Il arriverait à 18h30, après que tout le monde serait assis et installé. Il a dit la même chose que Béatrice disait quand elle se préparait à quelque chose de difficile. Laissez-les d'abord se mettre à l'aise. Les gens à l'aise cessent de regarder la porte. Le samedi 15 était une soirée claire, assez fraîche pour une veste. J'avais passé la majeure partie de la journée à cuisiner. Rien d'élaboré. Poulet rôti, purée de pommes de terre, haricots verts, une tarte que Béatrice faisait chaque fois que la famille venait. Le genre de repas qui dit que c'est un dîner normal. Rien d'inquiétant. Entrez et asseyez-vous. Gloriane et Clément sont arrivés les premiers à 17h45. Gloriane m'a serré dans ses bras à la porte, puis a reculé et m'a regardé comme elle le faisait toujours pour vérifier si je tenais le coup. Tu es prêt, a-t-elle dit. Je suis prêt depuis 2 semaines, ai-je dit. Daniel et Delphine sont arrivés peu après. Daniel était le frère aîné de Béatrice, un homme direct qui n'avait jamais fait semblant d'aimer les gens qu'il n'aimait pas. Il m'a serré la main et a dit doucement, quoi que tu aies besoin ce soir, Léonard. J'ai hoché la tête et je les ai conduits au salon. 2 des cousins de Philippe du côté de Béatrice, Rémi et Corentin, sont arrivés ensemble juste après 18h. Ils avaient grandi proches de Philippe, plus comme des frères que des cousins. Ils savaient que quelque chose se passait. Tous ceux que j'avais invités savaient que quelque chose se passait. J'avais été assez honnête dans l'invitation pour que cela soit clair. À 18h10, la voiture de Philippe s'est garée dans l'allée. J'ai regardé par la fenêtre de devant. Nadine est sortie la première, a lissé sa veste, a regardé la maison un instant comme si elle calculait quelque chose.
Philippe a suivi. Il avait l'air fatigué. Il avait l'air fatigué à chaque appel depuis l'arrivée des avis bancaires. J'ai ouvert la porte avant qu'il ne puisse frapper. Content que vous soyez venus tous les deux, ai-je dit. Nadine a souri comme elle me souriait toujours, polie, prudente, montrant juste assez de chaleur pour être banale. Bien sûr, Léonard. Merci de nous recevoir. Nous nous sommes dirigés vers la salle à manger. J'avais mis la table pour 10. Tout le monde a trouvé sa place. J'ai mis Philippe et Nadine ensemble d'un côté, directement en face de Gloriane et Clément. Je me suis assis en bout de table. La chaise à l'autre bout, celle qui avait été celle de Béatrice, était laissée libre pour Antoine. Nous avons mangé. La conversation était du genre qui se produit quand les gens savent que quelque chose va arriver mais que personne ne l'a encore dit à voix haute. Le temps. Les cousins ont posé des questions sur Léa. Nadine a dit qu'elle réussissait bien à l'école. Daniel a demandé à Philippe comment allait son travail. Philippe a donné une réponse courte et est retourné à son assiette. À 18h32, la sonnette a retenti. Je me suis excusé et suis revenu avec maître Antoine Leclerc. Costume sombre, mallette, l'allure de quelqu'un qui n'avait pas besoin de se présenter pour capter l'attention. Tout le monde, voici maître Antoine Leclerc. C'est mon avocat. Il a aidé Béatrice à organiser sa succession il y a des années, et il m'a conseillé récemment sur quelques questions. Je lui ai demandé de nous rejoindre ce soir. Nadine a posé sa fourchette. Philippe m'a regardé. Papa. De quoi s'agit-il? Il s'agit de la famille, ai-je dit. Il s'agit de certaines choses que j'aurais dû dire à voix haute il y a longtemps et que je n'ai pas dites. Je l'ai dit maintenant. J'ai attendu qu'Antoine prenne la chaise de Béatrice à l'autre bout de la table et pose sa mallette à côté de lui. Puis j'ai tendu la main sous ma partie de la table et j'ai sorti le document relié que Nicolas avait préparé. Je l'ai posé au centre de la table où tout le monde pouvait le voir. Philippe, ai-je dit. Tu m'as envoyé un message il y a 3 semaines me disant de rester en dehors de ta vie. J'ai respecté cette demande. J'ai aussi, comme je te l'ai dit au téléphone, annulé les paiements automatiques que j'effectuais en ton nom. La table était silencieuse. Ce que la plupart d'entre vous ne savent pas, et ce que Philippe lui-même ne savait pas avant que je ne le lui dise, c'est que depuis 4 ans, je payais 2400 € par mois pour le crédit immobilier de Philippe et Nadine et 680 € par mois pour le prêt automobile. Chaque mois, depuis un compte à mon seul nom. 3080 € par mois pendant 4 ans. Un total de 147 840 €. Rémi a regardé Philippe. Philippe regardait la table. Je n'ai pas fait cela pour le tenir. Je l'ai fait parce que c'était mon fils et qu'il commençait sa vie, et je voulais l'aider sans que cela ne ressemble à de la charité. Je ne lui ai pas dit parce que je ne voulais pas qu'il se sente redevable. C'était mon choix, et je le maintiens. J'ai fait une pause et j'ai laissé cela s'installer. Ce que je ne maintiens pas, c'est ce qui s'est passé ensuite. Philippe, ta femme m'a envoyé un message en ton nom me disant de disparaître. Et dans les semaines qui ont suivi, ces messages vocaux ont clairement montré qu'elle ne savait pas que j'étais la source de ces paiements. Elle pensait que j'étais un homme de 67 ans vivant seul dans une vieille maison, sans rien à son nom. J'ai regardé Nadine directement pour la première fois ce soir-là. Sa mâchoire était serrée. Ses mains étaient à plat sur la table. Nadine. Il y a environ 1 an, je suis venu déposer des documents pour Philippe. Je suis entré par la porte latérale. Tu étais au téléphone et tu ne savais pas que j'étais là. Je t'ai entendu dire à la personne avec qui tu parlais que je n'avais rien, et que Philippe devrait s'occuper de moi un jour ou l'autre. La couleur de son visage a changé. Je n'ai rien dit ce jour-là. J'aurais dû. Au lieu de cela, je suis rentré chez moi et j'ai commencé à faire plus attention. J'ai ouvert le document relié à la première page marquée et je l'ai tourné de manière à ce que le centre de la table puisse le voir. Ceci est un résumé financier préparé par Monsieur Nicolas Garnier, mon expert comptable. Il couvre chaque compte, chaque actif et chaque propriété actuellement à mon nom. J'ai commencé à lire. 17 propriétés locatives achetées par Béatrice entre 2002 et 2014. Toutes actuellement occupées. Revenu locatif mensuel net après toutes les dépenses, 43 000 €. Par an, 516 000 €. Nadine n'a pas bougé. Compte d'investissement dans 2 institutions, valeur actuelle totale,
4 190 000 euros. Compte de retraite, 1 847 000 euros. Compte d'épargne et de marché monétaire, 1 960 000 euros. Placement boursier, 1 130 000 euros. Actifs immobiliers, les 17 propriétés, valeur actuelle estimée, 3 780 000 euros. J'ai levé les yeux du document. Fortune nette totale il y a 2 semaines, 12 891 000 euros. Sans compter la maison dans laquelle nous sommes assis, qui est payée depuis 2001. La pièce était complètement silencieuse. J'ai observé le visage de Philippe. Il était devenu immobile, comme les gens deviennent immobiles quand quelque chose qu'ils pensaient comprendre se révèle être tout autre chose. Il a regardé le document. Il m'a regardé. Puis il a regardé Nadine. C'était le moment que j'attendais. Pas les chiffres. Pas le silence du reste de la table. Ce regard. Mon fils voyant enfin clairement. Nadine a ouvert la bouche. Puis elle l'a refermée. Pour la première fois depuis que je la connaissais, elle n'avait pas de plan B. Antoine a posé un seul document sur la table devant lui et a croisé les mains dessus. Il n'a pas encore parlé. Il n'en avait pas besoin. Antoine a fait glisser le document sur la table vers Philippe. Ceci est une reconnaissance de dette, a dit Antoine. Elle reconnaît les 147 840 euros que M. Dubois a contribué sur 4 ans aux dépenses de votre foyer. Elle établit un échéancier de remboursement sans intérêt sur 10 ans. Des paiements mensuels de 1 230 euros. Pas de pénalité, pas de clause d'accélération, pas de pression. Philippe l'a pris et l'a lu lentement. Nadine s'est penchée pour le regarder. Philippe l'a légèrement déplacé pour qu'elle puisse voir. Tu n'es pas obligé de la signer ce soir, ai-je dit. Mais je te demande de la signer. Non pas parce que j'ai besoin de récupérer l'argent. Je n'en ai pas besoin. Je le demande parce que je veux que nous ayons une relation honnête à l'avenir. Plus de comptes invisibles. Plus d'hypothèses sur ce que j'ai ou n'ai pas. Plus de décisions prises concernant ma vie basée sur une image de moi qui n'est pas réelle. Nadine a levé les yeux de la note. Léonard, je veux expliquer ce que j'ai dit lors de cet appel téléphonique. Je ne le pensais pas comme ça à sonner. Nadine, ai-je dit. J'ai 3 messages vocaux de toi enregistrés sur cet appareil. J'ai posé l'enregistreur sur la table. Le 3e que tu as laissé la semaine après l'arrivée des avis bancaires. Tu n'avais pas réalisé qu'il enregistrait toujours quand tu as dit à Philippe que vous ne pouviez pas couvrir le crédit immobilier seul et qu'il devait s'occuper de moi. J'ai aussi le message vocal de la semaine précédente où tu m'as dit que je devais agir comme un membre responsable de cette famille. Tu m'as envoyé un message au nom de mon fils me disant de disparaître, et le même mois, tu comptais sur mon argent pour garder ta maison. La pièce est restée silencieuse. Delphine a regardé ses mains. Rémi et Corentin ont échangé un regard. Gloriane regardait Nadine comme on regarde quelqu'un quand on veut voir ce qu'il va faire ensuite. Nadine n'a rien dit de plus. Je ne suis pas ici pour humilier qui que ce soit, ai-je dit. Je ne porte pas plainte. Je n'irai pas au tribunal. Ce que je fais, c'est m'assurer que chaque personne dans cette pièce comprenne ce qui s'est réellement passé, parce que cette famille a fonctionné sur une fausse image pendant longtemps et j'en ai fini de laisser cela continuer. J'ai regardé Philippe. Ta mère a construit tout ce que je t'ai montré dans ce document pendant 18 ans. Elle l'a fait discrètement, sans demander de reconnaissance, parce qu'elle voulait s'assurer que je sois protégé quoi qu'il arrive. Elle savait que quelqu'un pourrait venir un jour et supposer qu'un homme à la retraite dans une maison payée n'avait plus rien. Elle s'est assurée que cette supposition leur coûterait cher. Philippe me regardait fixement maintenant. Ses yeux étaient rouges sur les bords. Elle ne m'a jamais rien dit, a-t-il dit. Elle m'a dit à moi, ai-je dit. Et elle m'a fait confiance pour savoir quand l'utiliser. Philippe a regardé la reconnaissance de dette pendant un long moment. Puis il a pris le stylo qu'Antoine avait posé à côté et a signé son nom. Il n'a pas regardé Nadine avant de le faire. Il l'a fait glisser sur la table vers Antoine. Personne n'a parlé pendant quelques secondes. Puis Gloriane a dit, « Je crois que Léonard a fait la tarte de Béatrice ce soir, et la tension dans la pièce s'est déplacée juste assez pour que les gens puissent à nouveau respirer. » Je me suis levé et j'ai sorti la tarte de la cuisine. J'ai servi chaque personne à table. Nadine a pris une part sans qu'on le lui demande. Je n'en ai rien fait. Après le dîner,
Après que Daniel et Delphine eurent dit bonsoir et que Rémi et Corentin fussent partis, après que Gloriane m'eut aidé à débarrasser la table et m'eut jeté un long regard en allant vers la porte qui disait tout sans rien dire, Philippe est resté. Nadine attendait dans la voiture. Il est resté dans la cuisine pendant que je rinçais la vaisselle et il a dit, je ne savais pas qu'elle avait construit tout ça. Je sais, ai-je dit. J'aurais dû poser plus de questions. Sur beaucoup de choses. Oui, ai-je dit. Tu aurais dû. Il est resté silencieux un instant. Est-ce que ça va aller entre nous? J'ai coupé le robinet et je me suis séché les mains. Cela dépend de ce que tu feras ensuite. Pas ce soir. Avec le temps. Je ne cherche pas un grand geste. Je cherche que tu commences à faire attention. Il a hoché la tête. Il a dit bonsoir et est sorti. Je suis resté seul dans la cuisine un moment. Puis je me suis versé un petit verre de vin et je l'ai emporté sur la véranda arrière. Béatrice et moi avions l'habitude de nous y asseoir le soir quand le temps le permettait. Il y a encore 2 chaises positionnées de la même manière que nous les avions laissées il y a des années. Je me suis assis dans la mienne et j'ai regardé la sienne. Ça a marché, ai-je dit doucement. Tout ce que tu as construit. Ça a marché exactement comme tu l'avais prévu. 6 mois plus tard, Philippe et moi prenons un café toutes les quelques semaines. Ce n'est pas la même chose qu'avant, mais c'est réel d'une manière qui ne l'était pas non plus auparavant. Lui et Nadine règlent leurs problèmes avec un conseiller. Je ne sais pas comment cela se terminera. C'est leur affaire. Léa est venue samedi dernier. Juste nous deux. Elle m'a aidé à arroser les tomates dans le jardin arrière et a demandé si elle pouvait revenir la semaine prochaine. Je lui ai dit oui. Je porte toujours la clé autour de mon cou. Je n'en ai plus besoin, mais je la garde là parce que certaines choses valent la peine d'être portées. À 67 ans, la chose la plus importante que j'ai apprise est la suivante, l'homme tranquille qui n'a jamais fait d'histoire, qui a payé les factures sans rien dire à personne, qui a laissé sa femme gérer les investissements et n'a jamais posé trop de questions, cet homme n'est pas faible. Parfois, cet homme a tout tenu ensemble depuis le début. Et les gens qui ont supposé le contraire ont fait la plus coûteuse erreur de leur vie.